Bonjour Louise. Bonjour Christophe. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Très bien, merci. Alors, merci de participer à cette conversation aujourd'hui sur le thème de l'équilibre yin-yang dans le couple et dans la sexualité. Car tu es psychothérapeute, tu vas nous expliquer rapidement qui tu es, ce que tu fais, et on va rentrer dans ce sujet progressivement au fil de la conversation. Alors, présente-toi rapidement, s'il te plaît, Louise. Oui, alors je m'appelle Louise Tocqueville, j'ai 33 ans, je suis sexothérapeute et thérapeute de couple et je suis aussi la créatrice du podcast La Minute Sexe. Parfait. Alors, qui était Louise quand elle était petite ? C'est ma question permanente sur ces conversations. C'est une question que j'aime beaucoup, je vais me reconnecter du coup à ma petite fille intérieure. Louise, c'était une petite fille très curieuse, rêveuse aussi, mais assez réaliste, qui avait déjà plein de questions et qui aimait la vie, boulimique de la vie. Voilà, ça se sentait dans son regard. D'ailleurs, ma grand-mère me disait, mais tu allais dehors et tu observais et on sentait la vie dans tes yeux, quoi. J'avais envie de découvrir la vie. Donc, ce qui pourrait me caractériser, c'est la curiosité. D'accord. Donc tu parles de ta grand-mère, dans quel environnement t'as vécu familialement, où est-ce que tu habitais ? Alors moi je suis née à Blois dans le 41 et sinon j'ai toujours vécu à Tours. Puis après je suis arrivée en 2013 à Bordeaux où ça fait 11 ans que je vis. Et j'ai grandi dans une famille, on était 4 avec mon papa, ma maman et mon frère. J'ai un grand frère aîné. J'ai grandi dans un contexte privilégié aussi. Une famille aimante et j'ai eu un parcours assez atypique comme on peut dire parce que très jeune moi j'ai été en milieu pas la scolarité comme on la connaît, l'éducation nationale, mais j'ai eu accès à Steiner qui est une éducation comment on peut venir sensibiliser les enfants à l'école de la vie en fait. D'accord. Donc je sais que ça m'a aussi forgé forcément. Bien sûr. Ça a pu amener à des difficultés mais aussi à je pense à qui je suis à cette être émotionnelle que je suis et donc j'ai grandi dans cet environnement là avec des parents qui nous ont apporté beaucoup de choses notamment qui nous ont dotés d'un esprit critique de curiosité aussi d'alimenter cette curiosité de créatif aussi et puis après comme toute famille on a aussi rencontré des difficultés ce qui a pu nous entre guillemets nous forger et apporter aussi nos différentes étapes de vie, dans l'ensemble. Et t'es né plutôt avec une énergie yin, yang, ou sur le plan éducationnel, on t'a dirigé vers quel type d'énergie ? Alors je dirais plus yin, que ça soit maman, mon papa, mais quand je te dis ça en même temps, déjà mon papa était plus dans le yin et ma maman plus dans le yang. Donc déjà dans l'idée un petit peu que le yang pourrait être un petit peu plus identifié au masculin, et moi c'était plus ma maman qui prenait un petit peu les décisions, qui était un peu plus dans l'actionnel, et un papa un peu plus artiste, un petit peu plus dans l'émotionnel, mais qui savait pas forcément bien le montrer, mais qui avait une grande sensibilité et qui le mettait au profit de son art. Et donc quelque chose d'un petit peu plus doux, un petit peu plus réfléchi, Donc déjà dans cette énergie-là. Donc je dirais un peu les deux. Un peu les deux. Ouais. Donc déjà en équilibre ou t'as l'impression que t'étais plus sur une énergie que l'autre plus jeune ? Je dirais plus yin, c'est ce que je le ressens, mais au fil des années, mon yang est apparu. Pour quelle raison ? Pour des raisons un petit peu plus de survie, parce que très jeune, j'ai dû être livrée à moi-même par rapport à des événements en vie pas forcément faciles, et par aussi une force de caractère, par rapport aussi à un tempérament que j'ai, où je suis taureau, donc c'est vrai que je vais être un animal où je vais être dans l'actionnel, je vais réfléchir peut-être après et plus être dans l'actionnel dans un premier temps. Donc un mélange de tout, je pense, mon caractère, mon tempérament, ma personnalité, et aussi une sorte de non-choix où j'ai dû aussi me débrouiller. Donc l'actionnel, la prise de décision, j'ai dû pallier à des événements de vie qui ont fait que mon énergie yang me qualifierait un petit peu plus. Et puis après mon énergie aussi, je suis quelqu'un de très active. Donc je dirais dans mes 25 premières années, plus dans mon énergie yang.
Voilà. Mais qui a été, je pense, aussi un moment de l'ordre de la protection, un peu comme un mécanisme aussi de défense qui se rajoute avec le tempérament, la personnalité ou autre. Donc j'ai l'impression que je me suis un peu plus alimentée de cette énergie-là, qui est une très belle énergie. Et puis après, au fur et à mesure où j'ai eu un besoin de me reconnecter à mon yin, qui était là, et elle n'était pas du tout endormie, elle apparaissait de temps en temps, mais elle était moins proéminente. Et j'ai ressenti le besoin de me reconnecter à elle, par rapport à des événements de vie aussi, par rapport à des expériences aussi, et par rapport à des petits appels de la vie. Quel type d'expérience, par exemple? Est-ce que tu as une expérience à partager sur laquelle, justement, tu as plutôt exercé du yang en protection, et puis pour finir, tu as laissé échapper du yin? Oui, ça a été dans mon affectif, dans mon affect, dans mon relationnel. J'ai rencontré des difficultés et où mon yang pouvait peut-être à un moment me sauver, mon yin était tout autant sauveur, me reconnecter à cette énergie-là pour pouvoir trouver un équilibre justement et pouvoir mieux avancer et pouvoir aussi apaiser certaines choses. Et après, je pense que ça a été aussi avec la maturité. Le fait que je grandisse, mon yang m'a permis aussi de montrer une certaine facette de moi, et plus donc comment j'étais appréciée, et plus on avance dans le temps aussi, plus j'avais envie d'aller observer d'autres facettes de moi, et qui me demandaient de me plonger dans mon yin, dans une sorte d'émotionnel, de vulnérabilité, un peu plus une autre énergie un petit peu plus ronde, douce, et sur lequel j'avais plus de difficultés. Peut-être que j'avais des croyances aussi, où je me sentais peut-être plus en danger dans cette énergie-là. Et donc, je me suis plongée dans cette énergie-là, et j'ai apprécié cette énergie-là, et je me suis sentie très puissante dans cette énergie-là au final. Donc voilà, c'est un équilibre. Tu l'avais senti d'abord comme quelque chose de vulnérable d'être dans le yin, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Ce à quoi peut-être dans mes croyances, dans mon éducation, dans mes différentes expériences aussi que j'ai pu vivre, peut-être que c'est une idée et une croyance qui avait été renforcée dans cette énergie-là. Ou peut-être aussi le stéréotype de la société, ou est-ce qu'on va voir plus faible dans cette énergie-là? Et aussi quelque chose de moi, ou est-ce que j'ai envie de montrer ça au final? Et au final, j'y ai trouvé beaucoup d'amour, et j'y ai trouvé une part de féminité que peut-être je n'étais pas prête aussi à rencontrer, ou que j'avais pas envie de voir, qui a peut-être été aussi abîmée. Donc c'est tout ce travail-là de reconnecter à cette énergie-là. C'est aussi pourquoi je vais pas la voir, pourquoi je la rencontre pas, pourquoi je la fais passer en second plan. Et donc... mais de temps en temps, moi, c'était assez flagrant, elle réapparaissait dans ma vie, parce que c'est un équilibre, encore une fois. Ouais. On n'est pas que yang et on n'est pas que yin, c'est juste qu'il y a un déséquilibre, en effet. Et donc, de temps en temps, j'y allais, et c'était quelque chose comme si je me l'autorisais pas, ou je me la permettais pas, parce que c'était aussi quelque chose que je pense que je m'étais pas... que j'avais pas, qu'on appelle ça, familiarisé avec. Donc, en la rencontrant, et en y allant de temps en temps, et en la nourrissant et en cultivant... j'ai trouvé un équilibre entre les deux. Tu t'es sentie plus à l'aise avec le yin, donc tu es allée plus souvent visiter ce comportement, ses qualités, etc. Alors, quel lien tu fais avec le métier que tu fais aujourd'hui, justement? Comment t'es arrivée à ça? Est-ce qu'il y avait un lien dans cette dynamique? Comment je suis arrivée à mon métier? Je pense qu'il y avait une dynamique, parce que, en fait, très jeune, je me posais beaucoup de questions, et ma mère m'avait dit, mais tu m'as un jour posé la question, quand notre intimité va mal, quand notre sexualité va mal, qui on va voir? Donc, faut remettre dans le contexte, c'était pas à l'époque des réseaux sociaux, c'était pas à l'époque où ce métier-là était réellement connu et démocratisé. Donc, c'était une question assez précurseur. On a l'habitude, quand on a mal aux dents, on va voir le dentiste. Quand on a mal à notre intimité ou notre sexualité, souvent on laisse passer la chose. Et moi, très vite, je me suis dit, voilà. Alors maintenant, il y a Internet, mais c'est pas la même chose. Enfin, toutes les réponses ne sont pas sur Internet. Donc déjà, je me suis posé cette question. C'est-à-dire que déjà, j'identifiais notre intimité et notre sexualité comme une entité, comme une identité, comme quelque chose vraiment qui nous compose. D'ailleurs, c'est plutôt une question yin, parce qu'on s'est tourné vers l'intérieur, son intériorité. Et totalement. Donc elle était déjà là. Et puis vraiment, mon yin, quelque chose. Enfin, moi j'ai toujours été très créative. J'ai toujours été aussi dans
j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. J'ai été musicienne pendant 10 ans, donc mon côté aussi créatif et peut-être était là, hein, existait. C'est que je pense que je la mettais pas au profit parce qu'elle était remplie de questionnements ou de croyances, mais elle était là. Enfin, je suis un être yin depuis que je suis toute petite. Donc elle est née aussi mon métier est venu de ces deux pôles au final, de ces deux énergies. Hein. Moi, elles ont toujours été là. Ça, c'est sûr. En dehors des énergies, alors comment tu arrives à ce métier et pourquoi? Alors, c'est tout un long chemin. Je pense que je suis arrivée là parce que ça devait être à ce moment-là. Parce que je n'ai pas fait que ça avant. J'ai fait une multitude de choses. J'ai tenu des établissements en restauration, en gérance. Donc, j'étais beaucoup avec l'humain. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours été dans un ensemble d'énergie, justement. Au fur et à mesure, je me suis dit, l'humain m'intéresse, tous les questionnements, mais pas au profit du marketing ou justement de la vente. C'était plus l'intellect et la psychologie qui m'intéressait. Donc, parmi des voyages et des expériences, j'ai repris mes études de psycho à 28 ans, à la fac de psycho. Et ensuite, je me suis spécialisée en sexothérapie. Parce que moi, je voulais faire quelque chose. Je voulais me spécialiser dans les questions d'intime, vraiment. Plus que, même si c'est 80% de psychologie et 20% de sexo et presque 50-50. Hein. C'est un tout qui englobe. Et c'est pour ça que mes études de psycho m'ont beaucoup aidée aussi. Mais je voulais me spécialiser, absolument, dans ces questions-là. Ah, pourquoi spécialement dans l'intime ? Pourquoi spécialement dans l'intime ? Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très drôle, c'est qu'on en parle tout le temps. C'est des sujets qui nous intéressent. C'est omnubilé, c'est partout dans cette société. Mais il y a à la fois quelque chose où on n'en parle pas. C'est quelque chose où j'étais là, moi j'ai envie qu'on en parle, j'ai envie qu'on mette de la lumière, j'ai envie qu'on la regarde, qu'on regarde nos sexualités, qu'on s'y intéresse et qu'on crée des espaces où on peut venir parler de ces sujets-là, comme dans tout d'ailleurs, hein, et que ça soit vraiment un espace qui soit consacré à nos intimes. Parce que c'est quelque chose, c'est notre histoire au final, c'est nous, donc que ça soit identifié, vraiment, qu'on puisse trouver des spécialistes sur lesquels on peut venir sur ces sujets-là. Ça, c'était important pour moi, qu'on se sente accompagné. D'accord. Et donc tu travailles aussi bien sur le couple que sur la vie sexuelle du couple ou la vie sexuelle de l'individu. Hein. Et quels sont les aspects d'équilibre que tu peux percevoir, alors, si on parle en termes de yin et yang, dans un couple ou au sein de l'intimité d'une personne, quelles sont les énergies qui sont en jeu et qu'est-ce que tu peux percevoir à l'intérieur d'un individu qui peut montrer qu'en fait une sexualité épanouissante passe par un rééquilibrage d'énergie, par exemple, ou un rééquilibrage de comportement. Oui, c'est un peu tout l'enjeu, C'est que si on reprend du prorata, que l'individu est un être énergétique, donc avec cette fluctuation d'énergie cyclique aussi, parce qu'on l'est tous. Il n'y a pas que les femmes qui sont cycliques, on l'est différemment que vous, mais les hommes aussi, si on reprend de ce prorata-là. Donc il y a cette idée d'énergie, et c'est comment, déjà au profit de l'individu, on peut venir rééquilibrer, et donc après au sein du couple, venir aussi ce partage d'énergie, parce que au sein du couple, il y a ce partage d'énergie yang et yin. Ça, c'est quelque chose que j'observe beaucoup, et qui parfois, où on peut rencontrer des difficultés de connexion, de connexion d'énergie. Ça, c'est hyper parlant. Et d'ailleurs, moi, je fais beaucoup de liens avec le désir, parce que c'est une énergie. Enfin, nos énergies, en fait, elles sont vitales. Et la sexualité est une énergie vitale. Ouais. Donc, on peut faire le lien avec nos énergies aussi yin-yang, au final. Et dans cette énergie, donc cette libido, cette énergie vitale, on y retrouve du yin et du yang. Parce que c'est notre énergie vitale. C'est ce qui fait qu'on se réveille le matin. La libido, elle n'est pas que reliée au désir sexuel. Elle est reliée à cette libido. Vraiment, c'est une libido de vie. Et donc, dans la vie, il y a l'énergie yang et yin. Donc, c'est pour ça que ça englobe aussi, et qu'on fait le lien direct avec la sexualité. Et que l'énergie yin et yang peuvent être du coup
être au sein de l'intimité, totalement. Et toi, à titre personnel, comment tu ressens cette énergie? Comment elle fluctue? Quelle observation tu fais sur toi-même sur ces sujets-là? Alors moi là, de plus en plus, avec l'âge, avec les expériences, avec mon métier aussi, et tout le rapport aussi énergétique, holistique et spirituel que je cultive, je les ressens de plus en plus et je les observe de plus en plus, ces deux énergies, au profit dans quel événement je vais plus investir de cette énergie ou autre, et puis après comment elle fluctue et comment je peux les ressentir et surtout du coup les dialoguer et les exprimer, parce que c'est une chose de les identifier, c'est une chose de les ressentir et après pouvoir aussi les exprimer. Donc personnellement, elle passe... je vais donner un exemple assez parlant, mais quand ça fait 4 ans que j'ai mon entreprise, quand je l'ai montée, c'est vrai que j'ai été dans quelque chose d'actionnel, donc pendant les premières années, j'ai mis au profit mon énergie yang. Et si on fait le lien avec la libido, la libido de vie, elle était dans mon projet. Ouais, donc mon désir aussi, mon désir était dans mon travail. Ce qui n'a pas été... ce qui ne veut pas dire que j'ai mis de côté mon autre énergie, parce que dans la créativité, j'avais besoin de mon yin, mais si je prends plus dans l'actionnel, alors c'était énergie yang. Et puis mon énergie yin est arrivée pour toute la créativité aussi qu'il y avait autour. Donc les deux se sont embrassés, quoi. Donc ça, c'est un petit exemple. Après, dans ma vie aussi affective, comment j'ai pu réguler mes deux énergies, que ça soit dans mes amitiés, dans mes relations aussi affectives. Voilà, tout ça joue. Donc oui, elles sont bien présentes. Et alors, dans le couple et dans les couples que tu rencontres, quels enjeux tu vois sur cet équilibrage yin-yang, et où se situent en fait les points de difficulté ou les points qui sont évoqués par les gens que tu accompagnes? Les difficultés, alors après, les gens que j'accompagne viennent pas forcément tout de suite avec cette connaissance d'énergie. C'est vrai que le yin et le yang, je trouve dans cette société, il est très représenté par le signe. Mais qu'est-ce que ça représente réellement, au final, les énergies en termes d'énergie, c'est encore quelque chose où tout le monde n'est pas encore réellement connecté à son énergie. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que j'observe, mais par contre, c'est vraiment, en termes, je dirais, d'énergie yin et yang, ça va être yang qui va être peut-être plus approprié à l'énergie masculine, on va dire, et yin féminine. Et ce que j'observe, c'est, si je prends par exemple les hommes que j'accompagne, soit moi dans ma pratique, j'ai pris le parti pris de les accompagner aussi, ça va être ce déséquilibre où le masculin va être plus dans cette énergie yang, et donc du coup rencontrer dans leur intimité une défaillance dans leur intimité par rapport à plus de douceur, lenteur, d'une énergie un petit peu plus émotionnelle, et qui va directement jouer. Si je prends un exemple concret, par exemple, si la plupart des hommes viennent me voir pour des sujets au niveau des dysfonctionnements érectiles, donc on va parler des troubles d'érection ou l'éjaculation précoce par exemple, ça va être lié à notre émotionnel. Donc une émotionnelle, notre part de yin aussi. Et donc là, j'observe un déséquilibre en énergie. Et donc c'est ce que je travaille aussi totalement sur un rééquilibrage de leurs énergies. Comment ils peuvent rester dans leur yang et amener un peu plus de yin pour pouvoir rétablir et donc avoir une sorte d'équilibrage aussi énergétique sexuel. On fait le lien direct. Donc c'est comment ils peuvent connecter aussi à cette énergie. Donc ça, c'est plus en individuel. Et vice-versa aussi chez les femmes. Et donc après, dans le couple, comment ça se joue? Mais chez les femmes, c'est quoi en général l'enjeu justement entre le yin et le yang? Pour les femmes, ça va être... Il y a deux aspects, parce qu'il y a aussi une société qui peut peut-être nous amener vers une énergie un petit peu plus, je dirais, yang, actionnelle, avec tous les couples que ça... Voilà, le couple parental... entre guillemets le syndrome de la femme pressée un petit peu, qui doit tout gérer entre son travail et autres, donc où elles vont développer leur énergie yang au profit de cette vie qu'elles doivent mener aussi, et parfois en oublier un peu leur énergie
peut-être yin d'une autre part de féminité. Et donc, ça va être aussi dans ce rééquilibrage-là. Et puis, parfois aussi à l'inverse, des femmes qui voudraient reconnecter aussi un peu plus à leur yang pour pouvoir trouver un équilibre dans, je dirais, la femme actionnelle, la femme, une autre part de féminité, hein, encore une fois, parce qu'on est multi aussi féminin. Donc, il y a tout ce travail-là, mais qui fait sens direct avec l'intimité. Et donc, au sein du couple, c'est aussi comment on peut partager ces énergies-là. Trouver une sorte de fréquence ou un équilibre. Mais pour ça, déjà, c'est aussi être, je dirais, à l'affût et être observateur de ces différentes énergies qu'on peut avoir. Ça, c'est hyper important. Est-ce que tu vois qu'en fait, dans le couple, l'équilibre yin-yang vient des énergies individuelles et ces connexions entre... est-ce qu'il existe des connexions entre le yang et le yin de chacun, et c'est ces connexions-là qui fabriquent l'équilibre global du couple? Oui, bien sûr, mais je pense que en fait, on a une vision très binaire. C'est-à-dire que l'homme serait yang et la femme yin, et du coup, ça ferait les deux. Mais ce qu'on oublie, c'est que en tant qu'individu, donc en femme et en tant qu'homme, et c'est pour ça aussi ton sujet, il est hyper intéressant, c'est que dans chaque individu, on a du yin et du yang. Donc on serait plus sur 4 que 2. Exactement. Et donc elle est là, la puissance. Mais avant tout, avant de parler du couple, parce que moi je parle du couple comme un triangle, c'est vraiment une troisième personne, il y aurait d'abord cette conscience de pouvoir amener cet équilibre en nous. Et puis après, il y a l'idée du couple où comment on cohabite, comment on co-crée avec ces énergies-là, et qui sont d'une puissance sans nom, parce que du coup on viendrait dans cet équilibre aussi là. Donc avec aussi le dialogue, avec... moi je pense que c'est important aussi de dédramatiser et dédiaboliser, d'être tout le temps dans les mêmes énergies. C'est pas possible. Okay, la fréquence, et d'ailleurs si on le calque au désir, la réciprocité du désir, ça c'est un sujet numéro 1 pour lequel on vient, elle est quasi impossible, hormis au début. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ça veut dire qu'on va créer des rendez-vous, on va créer un espace où on va pouvoir mettre de la réciprocité d'énergie, de la réciprocité du désir. Mais ça se crée. Le côté utopique de la réciprocité, il faut un peu s'en détacher parce qu'elle fait du mal. Parce que du coup, elle nous positionne en tant qu'attentiste ou en position d'actionnaire, alors qu'on va co-créer ensemble. Et je pense que les énergies, elles se rencontrent aussi à ce moment-là. Dans un partage. D'ailleurs, on l'observe dans des espaces qu'on va créer pour qu'on rentre dans une sorte de même énergie. C'est des espaces qu'on crée. Si on prend des cours de yoga, si on prend des cours de sport, ou même des moments de méditation, mais c'est des espaces qu'on crée pour se mettre dans une énergie. Donc, cette idée-là de créer des espaces pour aussi co-créer des énergies. Donc, rencontrer du yang, rencontrer du yin. D'accord. Et est-ce que le désir est le fruit d'un équilibre entre yin et yang ou d'une dynamique autour de ça dans le couple? Parce que le désir, c'est aussi des sortes des jeux de manque, de différentiel entre l'un et l'autre, ou justement, c'est une dynamique, je pense plus que quelque chose d'établi en disant on est pile poil justement au même désir. Il peut y avoir un homme ou une femme qui a un désir plus fort que l'autre, et qui le transmet à l'autre, ce qui redéclenche du désir, ou quel type de cas tu vois? Est-ce qu'il y a une sorte de constante où chacun a son approche du sujet? Ouais, il n'y a pas de constance. En revanche, il y a des clés et des observations. Cette idée de fluctuation d'énergie, je te rejoins là-dedans, c'est que on va trouver du désir dans cette confusion et dans ce mélange d'énergie, de yang et de yin. Après, le désir, il se crée sur beaucoup de choses, mais il s'organise en fait, surtout au fur et à mesure des années. C'est pour ça que je parle vraiment d'utopie de réciprocité du désir, parce que ça, c'est quelque chose qui disparaît au fur et à mesure. Le désir spontané, il se dissout, et c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est terminé, ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste qu'il se transforme, mais comme tout.
Donc oui, notre désir, il est aussi beaucoup rallié à nos énergies. Quand on est dans une énergie peut-être un peu plus yin, on aurait envie intimement ou sexuellement de certaines choses. Quand on est dans une énergie yang, on aurait peut-être envie d'autres choses. Donc oui, nos énergies sont ralliées à notre désir, bien sûr. Et c'est comment aussi on co-crée dans le couple avec ces énergies-là. Mais je reviens à cet espace-là parce que ces espaces-là, enfin, ce qu'on va créer, l'espace qu'on va créer va nous permettre alors de co-créer avec ces énergies-là. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce que tu dis, c'est qu'il faut être malgré tout en yang par rapport à la création de ces espaces, c'est-à-dire qu'on doit agir pour créer ces désirs, ces espaces d'intimité. C'est-à-dire qu'il faut être en action par rapport à ça, et pas seulement être en attente et en yin et en acceptation de ce qui se passe, parce que au fil du temps, les choses peuvent se disloquer ou s'effacer si on est juste en attente. Parce que si on attend du désir spontané en permanence dans sa vie, on peut attendre, au bout d'un moment, on va attendre beaucoup et puis il va rien se passer. Alors oui, mais dans l'énergie du yin, il n'y a pas que cette attente. Dans l'énergie du yin, il y a aussi l'énergie créativité, il y a aussi la lenteur, il y a aussi la contemplation des éléments essentiels et primordiaux pour le désir. Donc on est encore dans quelque chose qui s'allie. Bien sûr qu'il faut du yang dans le côté actionnel, mais il faut tout autant du yin pour créer ces espaces-là. On va apporter de la lenteur, on va être dans une démarche de contemplation, de haut. Donc c'est encore un partage d'énergie. Donc on est encore dans cet équilibre-là. Oui, on est dans une recherche d'équilibre. Enfin, en tout cas, ça se créerait au milieu d'un équilibre entre les deux. Exactement. Il y a besoin des deux. Et après, moi, je pars du principe aussi que c'est aussi OK si on est plus parfois dans le yin, plus parfois dans le yang. Enfin, le partage d'énergie, c'est le quête de toute une vie aussi. Donc je pense qu'on peut aussi trouver dans du yang et dans du yin. Voilà, ça dépend dans quoi on est. Et puis parfois dans ce partage. Encore une fois, je pense que c'est composé avec quoi. Le parfait équilibre, c'est la question philosophique, quoi. Ce sont, je pense, des moments plus qu'une continuité. Pour moi, ça, c'est la mort. On est en fluctuation. Et dans ces fluctuations, il y a les rencontres des deux énergies. Donc, on est dans un équilibre, plus que quelque chose de l'ordre du... Oui, d'ailleurs, la philosophie yin-yang, c'est vraiment le fait que l'équilibre soit quelque chose de dynamique en permanence. Donc, on passe du yin au yang et inversement... non-stop, et ça crée des moments, des cycles. C'est ça. Et des points d'équilibrage, puis de déséquilibrage et de rééquilibrage, etc. C'est comme une eau. Une eau qui stagne et croupie, donc elle n'a pas d'énergie. Une eau qui est renouvelée régulièrement est une eau qui a de l'énergie. Et c'est la même chose en sexualité. C'est une énergie. Donc, il y a ce partage d'énergie. Voilà, c'est quelque chose où on compose, on y met... un petit peu des deux, quoi. Et en dehors du désir, quels sont les autres sujets qui te sont amenés, qui interrogent ou qui posent des problématiques aux gens en matière de sexualité de couple? En termes de sexualité de couple, alors oui, le désir, c'est vraiment le sujet phare et numéro 1, vraiment cette perte de désir et réciprocité du désir. Après, il y a aussi les questions de perte de lien avec s'il y a eu trahison ou si infidélité, ça c'est des questions. Et puis après il y a vraiment on revient sur les énergies, mais cette incompréhension un petit peu de pourquoi je fonctionne comme ça et toi comme ça, mais souvent parce que aussi en tant qu'individu on oublie d'embrasser les deux parties. On va vraiment les catégoriser, quoi. Toi t'es comme ça, moi je suis comme ça, mais à quel moment alors on co-crée ensemble, quoi. Oui, ça voudrait dire on ne reconnaît pas en soi la différence ou la cohabitation de deux énergies de différence interne, et donc on ne va pas comprendre celle de l'autre non plus. Exactement. Et puis il y a une sorte de responsabilité. C'est-à-dire que si j'endosse ma responsabilité de mes énergies aussi, alors je vais pas laisser à l'autre, je caricature un petit peu, mais par exemple à l'homme,
qui serait peut-être un petit peu plus yang dans l'idée. Donc du coup d'être actionnel, d'être l'un ou autre. Ben non, si j'embrasse ma partie, si je prends ma responsabilité aussi d'énergie yang, alors j'ai aussi une capacité d'être dans l'actionnel, d'être dans la proposition, d'être dans l'anticipation, tout ça. Et vice-versa pour l'énergie yin, qui peut être plus identifiée à l'énergie féminine. Mais si je prends ma responsabilité, le mot un peu responsabilité est fort, mais dans le couple, on parle de responsabilité, et ben alors je vais être dans cette plus lenteur, dans cette contemplation, dans ce recul ou autre. Et donc alors je suis dans la co-création et je suis aussi dans peut-être dans l'empathie et je suis peut-être dans en fait je suis dans la sortie de moi quoi. Et là je suis vers l'autre quoi. Et donc là on est dans l'espace du couple. Parce que être en couple c'est une chose et ça c'est assez simple, mais faire couple c'est une autre chose. Et moi dans mon métier j'apprends à faire couple. Oui, et dans notre société où les stéréotypes justement essaient d'être gommés, c'est-à-dire qu'on essaie d'effacer un petit peu la différence entre les genres sur le comportement, je pense que justement l'homme et la femme sont un petit peu perdus sur les rôles qu'ils doivent prendre à des moments donnés. Et comme on leur dit, surtout ne sois pas dans le stéréotype de la femme, ne sois pas dans le stéréotype de l'homme, on leur dit, on rebat les cartes et maintenant... tu as tous les rôles, tu peux prendre tous les rôles, mais tout le monde n'est pas prêt à ça et j'imagine c'est aussi pour ça que on reste un petit peu à se regarder les uns les autres et à plus échanger les rôles et pourtant on n'arrête pas de nous dire non vous avez tous les rôles. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à force de mélanger les cartes en fait on sait plus ce qu'on doit faire parce qu'à un moment donné on vient d'un stéréotype et on nous dit non faut sortir du stéréotype. Totalement, mais ça c'est le typique de des rendez-vous que je peux avoir, c'est qu'il y a une sorte de confusion, mais en même temps il faut remettre dans le contexte. C'est comme si on nous apprenait quelque chose pendant 20, 30, 40 ans de notre vie et qu'on nous disait en fait tout ce que tu as appris c'est pas ça. Donc le premier ressentiment, la première émotion, oui ça va être la peur, puis on est très rallié à notre cerveau déteste le vide. Déteste ce qu'il connaît pas, lui il a besoin de représentation et en ce moment on est dans une ère où tout est bousculé, donc elle est légitime cette crainte et cette peur et tout ce que ça peut amener, mais elle est aussi nécessaire parce que c'est aussi un petit peu, moi c'est une mantra que j'aime beaucoup, c'est dans le chaos naît l'ordre, dans cette sorte de destruction, mais il en ressort quelque chose ou peut-être une sorte de liberté au niveau de nos énergies. On en revient aussi de cette profusion d'énergie yin et yang et qui ne serait pas quelque chose de binaire et réservé à des genres. Encore une fois, qu'est-ce que le genre ? C'est quelque chose... il y a plein de questions par rapport à ça, mais je trouve que nos énergies peuvent aussi... on peut tout autant être les deux. Donc on peut venir justement... re-questionner quoi, c'est pas forcément tout déconstruire et c'est surtout que je vous assure c'est pas quelque chose qui fait mal, c'est pas quelque chose qui nous transforme. Moi quand je travaille avec les hommes, je les accompagne, rallier à leur émotionnel, accéder à cette dimension là, ça fait que du bien quoi. Ça et si je fais le lien directement avec l'intime, ils reconnectent justement une manière différente, c'est-à-dire que on ne les apprend pas à être qu'un phallus, être qu'une érection et être qu'une performance, mais on les apprend à être un homme un homme avec un grand H dans son ensemble, avec du yin et avec du yang. Ça ne change en rien leur apparence ou tout ce qu'on pourrait, toutes les peurs qu'il pourrait y avoir. Ils connectent avec leurs deux énergies et donc directement liés avec leur intimité. Et vice-versa aussi pour les femmes. Dans des peut-être idées que le yang, c'est cette femme peut-être puissante, cette femme qui prendrait, et de peut-être pas de cette femme vulnérable ou autre, rester dans cet espace-là où en fait elle peut être tout aussi puissante. Et donc la transformation des femmes, qu'elles embrassent leur part de yang aussi,
est tout aussi puissante et a un impact direct dans leur sexualité, dans leur intimité, parce qu'elles accèdent à une sorte d'actionnel. Et donc, si on prend un peu de recul, on sort du mouvement qui est un petit peu l'homme détenteur d'un plaisir ou d'un acte qui du coup est très... qui leur demande une pression énorme, et où la femme serait quelque chose d'attentif et qui attendrait. Et on le revoit directement dans la pénétration, comme si l'homme venait pénétrer la femme. Mais pourquoi la femme ne peut pas pénétrer l'homme? Tout dépend de la perception que l'on a des choses. Un vagin peut tout autant pénétrer un pénis qu'un pénis peut pénétrer un vagin. C'est juste que tout dépend de la perception que l'on voit. Et tout ça vient rééquilibrer. Et moi, je fais le lien direct avec les énergies. C'est un rééquilibrage. Et là, on peut être dans un partage d'énergie. Donc en fait, il est bénéfique sur beaucoup d'aspects. Mais aujourd'hui, on peut quand même encore observer beaucoup une tendance des femmes à aller chercher dans le yin des réponses à leur situation actuelle par rapport à la sexualité, par rapport aux hommes, au lieu d'aller dans le yang. C'est comme si la société leur avait imposé beaucoup d'injonctions yang, et qu'elles ont besoin de se ressourcer pour aller, et donc d'aller vers le yin, de se retrouver ensemble autour de cercles féminins, etc., pour se renforcer. Et ça, peut-être c'est une manière un peu yang de le faire, même de retourner dans le yin ensemble, et pour qu'elles reviennent après dans un yang plus apaisé. Ce que je peux observer chez certaines personnes avec qui j'ai des conversations, c'est des femmes qui ont eu des expériences un peu plus longues, c'est qu'elles sont allées beaucoup dans le yin, et puis elles sont allées chercher tout ce qu'elles avaient à trouver dans le yin pour l'assumer, et ensuite revenir un peu plus dans le yang, et donc plus vers le masculin, plus apaisé vers l'homme, pour avoir quelque chose de plus zen, plus équilibré. Et donc, je pense qu'il y a un passage aussi d'abandonner le yang pour aller vraiment reconnecter au yin, pour revenir ensuite à quelque chose d'apaisé avec le yang, qui me paraît assez... d'être une voie qui a l'air de plutôt bien marcher. Donc, sur le plan sexuel, c'est pas spécialement simple aujourd'hui pour une femme de passer directement dans un comportement yang. Bien sûr, oui, bien sûr. Faut déjà qu'elle passe par son yin et qu'elle l'assume, et que... Bien sûr. Parce que même dans la sexualité, je sais pas si toi tu as pu observer ça, mais j'ai l'impression que les femmes sont encore dans des mécanismes très yang. Bien sûr. Au départ. Mais c'est tout... bien sûr, parce que là, on partait du prorata où déjà, il y avait une énergie qui était bien identifiée. Mais on peut partir du prorata aussi où il y a des énergies qui sont même pas identifiées, quoi. Où vraiment... par exemple, oui, le yin n'est pas du tout investi, et que le yang... ou même parfois les énergies ne le sont pas. Hein. On va vraiment être dans des connexions où l'énergétique, il va être bloqué, quoi. Donc, c'est comment on accède aussi à ces espaces-là. Et puis après, il est un peu propre à chacun. Hein. Accéder à son yin et son yang, il y a une liberté aussi. On a tous des appétences ou des choses sur lesquelles on peut se connecter. On peut le mettre où on a envie, quoi. Enfin, ça, c'est important. Mais je te rejoins sur peut-être ces extrêmes où on a besoin d'aller plonger peut-être dans une énergie pour pouvoir retourner dans l'autre. Oui, ça rejoint un peu cette idée que d'une dynamique qui passe de l'un à l'autre, qui passe aujourd'hui un peu plus par les extrêmes, et qui va venir peut-être progressivement à quelque chose d'un petit peu plus soft, tu vois. Mais d'ailleurs, si on prend le signe du yin et le yang, il y a 2 points de chaque polarité dans les parties. Donc en fait, c'est hyper parlant. On peut aller investir, mais il y a toujours une part, parce que ce sont des énergies qui... En fait, ces énergies-là, elles se nourrissent d'elles-mêmes. Enfin, s'il n'y a pas de yin, il n'y a pas de yang. S'il n'y a pas de yang, il n'y a pas de yin non plus, quoi. Donc, oui, ce sont les deux faces d'une même pièce. Exactement. Donc, c'est plutôt cette idée de synergie, quoi. Quelque chose qui va être dans... qui va être dans un mouvement circulaire. C'est plus ça, l'idée. Enfin, mais après, bien sûr, on peut passer l'une à l'autre. Mais l'idée, c'est de pouvoir qu'elle circule. Ça, c'est important, je pense. Et dans l'intimité, ça se joue directement.
Et qu'est-ce que tu as pu observer comme entre guillemets, résolution heureuse dans des couples, justement, et par quoi ils sont passés dans ces rééquilibrages pour retrouver du désir, retrouver de la connexion et retrouver de l'épanouissement ensemble? Et vraiment concrètement, il y a vraiment c'est un terme que j'emploie beaucoup, mais il y a ces espaces. Mais parce que les énergies ont aussi besoin d'espace, en fait. Quand on parle d'énergie, c'est qu'elles viennent circuler dans un espace. Ouais. Et donc, il y a la création de ces espaces-là, où du coup, on va venir co-créer ensemble. On va venir créer un espace où potentiellement à l'intérieur, on va faire naître un désir, on va cultiver un désir, on va se donner un rendez-vous. Qu'est-ce qui est excitant dans le rendez-vous? C'est le fait qu'on va se donner rendez-vous, donc en plus il y a un imaginaire qui se crée, on va peut-être, là c'est de manière concrète, on va peut-être s'habiller d'une certaine manière, bref, il y a tout l'imaginaire. Le désir, c'est la différence entre le besoin et le désir. Hein. Le besoin, voilà, j'ai une paire de chaussures trouée, j'achète une chaussure parce que j'ai besoin. Le désir, ça correspond à un manque. Ouais. Voilà. Le désir, c'est que je vais imaginer la chaussure que je vais m'acheter. Elle sera noire, je vais l'acheter comme ça dans ce magasin. Et là, on crée. Donc c'est vraiment une sorte de mouvement, en fait. Plus que dans le besoin. D'accord. Donc là, c'est les expériences positives qui amènent à des résultats positifs, c'est d'abord de créer un espace, volontairement créer cet espace, un espace-temps qui est consacré au désir. Voilà, exactement. Et puis après, il y a cette connexion, si on fait le lien aux énergies, dans l'espace une création ou une découverte d'une nouvelle énergie. Si on prend l'énergie un peu plus yang, si je connecte un peu plus à mon énergie yin, alors je suis dans cet équilibre d'énergie. Et ça favorise. Parce que du coup, je vais me connecter à mon émotionnel. Et peut-être que dans l'émotionnel, il y a de l'empathie, donc il y a une compréhension de l'autre, et il y a la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, on sait que c'est quoi? La porte d'entrée à la rencontre. On se rencontre dans la vulnérabilité et pas autre part. Et ça, c'est un énorme travail que je fais chez les couples. C'est qu'au fil des années, l'empathie disparaît, la vulnérabilité disparaît, ou parfois elle n'est même plus là. Et donc, c'est de connecter. On va plus être justement dans quelque chose peut-être d'actionnel, donc une autre énergie. Donc, on va connecter à cette énergie-là. Donc, l'énergie un peu plus yin, peut-être. Et donc, on revient dans ce partage d'énergie. Et comment fait un homme pour se reconnecter ou se connecter à sa vulnérabilité dans l'intime? Pour un homme, ouais. C'est un travail sur lequel vraiment j'accompagne. Enfin, j'encourage tous les hommes à venir se faire accompagner parce que c'est pas facile. C'est pas déjà par où je commence. Ça passe déjà par aussi une libération de la parole parfois. C'est aussi des hommes qui se sont peut-être pas fait écouter, entendus, qui n'ont pas eu la place non plus. Et donc c'est vraiment créer encore un espace où il peut y avoir un partage d'expérience. Et puis après, c'est travailler aussi peut-être sur des blessures infantiles, sur des traumas, et sur venir aussi connecter. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Donc passer d'un état plus peut-être mental à un état plus corporel. Qu'est-ce que vos sens ont pu dire, côté un peu intuitif, donc côté un peu plus yin au final. Ouais. Donc vraiment les reconnecter. Mais on va être dans de l'expérimentation au final. Ouais. Ça va être vraiment le corps à mettre dans la matière. Le corps a besoin de ressentir ces énergies-là. Donc on va être dans l'expérimentation. De manière concrète, parfois ça peut être une libération d'émotions. D'accord. Et parfois ça peut être aussi identifier, créer des émotions où il n'y en a pas du tout. Souvent elles sont à l'extérieur, mais c'est comment les ressentir, les intégrer au sein même du corps. Et côté féminin, quels sont les freins principaux que tu peux identifier qui sont à lever pour une sexualité plus épanouie? Dans le féminin? Ouais. Les grands sujets, ça va être la culpabilité. La culpabilité et puis justement l'énergie yang. En fait, il y a quelque chose dans l'ordre de la croyance cellulaire des femmes qu'elles ne peuvent pas oser. En fait, vraiment une sorte de légitimité naturelle qui n'est pas.
Et ça, du coup, bah, c'est pas dans le yang. Enfin, c'est voilà, l'actionnel ne va pas être naturel par peur, par ouais, vraiment il y a une sorte de non-légitimité, mais cellulaire, hein, vraiment. Si on prend un homme et une femme, un homme va beaucoup plus oser qu'une femme va oser. Et c'est de là, et dans tout, hein, que ça soit professionnel, que ça soit, mais dans tout. Ouais. Et ça, c'est un gros sujet par rapport au désir. Donc c'est aussi comment ces femmes-là peuvent venir connecter à cette part de oser, d'actionnel. Donc on revient dans l'énergie yang. Ouais. Donc ça va se jouer là. Moi je travaille sur ça avec les femmes. Après il y a plein d'autres sujets, hein, bien sûr. Hein. Mais il y a aussi des sujets sur la connexion à son corps, au désir, à sa sensibilité, ce qui sont censés normalement être plutôt des compétences et des qualités féminines. Et j'ai l'impression des fois que des femmes sont bloquées dans un yang là-dessus, et c'est-à-dire qu'elles sont pas connectées à elles-mêmes, et elles acceptent pas non plus leur propre vulnérabilité, qui est plutôt yin. Donc du coup, elles sont moins ouvertes, elles ont moins de lâcher prise, elles sont dans le contrôle. Ça reste quand même un sujet féminin aussi important, et pourtant c'est pas, on les attendrait plus plus à l'aise sur ces sujets-là, alors qu'en définitive, des fois, elles sont dans un yang fort là-dessus, sur le contrôle. Sûr. Et vice-versa. Hein. Oui, tout ce que tu as pu dire, on peut le calquer. Sur les hommes. Voilà. Ouais. En fait, j'observe vraiment qu'il y a une déconnexion. En fait, il y a vraiment une déconnexion émotionnelle et corporelle, en fait. On est beaucoup plus dans... Général, tu veux dire. Général. Ouais. On est beaucoup dans notre société, en plus. Ouais. On n'est pas sur nos corps énergétiques. D'ailleurs, c'est un exercice que je fais souvent en consultation. Mon corps d'avant, mon corps d'aujourd'hui et mon corps de demain. Ouais. Ce que je vais retrouver, ça va être le corps anatomique. Ouais. Mais les dimensions corporelles, mais parce qu'on ne les inculque pas non plus, et donc on va être dans quelque chose de une sexualité dite génitale, mais où ne se joue pas forcément. C'est une forme de sexualité, il y a plein de formes de sexualité, mais la sexualité énergétique existe, l'énergie spirituelle existe, la sexualité émotionnelle existe, il y a plein de formes, et elles ne sont pas dissociées de chacune. Elles sont connectées. Bien sûr, mais je trouve qu'on investit beaucoup plus aujourd'hui une sexualité dite génitale. Oui, sans compter qu'en plus on perd la connexion à son corps anatomique. Bien sûr. Du fait la virtualisation de plein de sujets. On est beaucoup à travers des écrans, à travers une interface, objets, écrans, le porno, enfin donc on en oublie notre corps. Quoi. Bien sûr. Et qui avait sujet numéro 1 aussi de mes consultations. Il n'y a jamais eu autant de TCA, il n'y a jamais eu autant de rapports au corps, enfin c'est catastrophique. Parce que la dimension du corps est complètement biaisée par rapport à tout ce que tu disais aux écrans ou autres. Donc, puis par rapport à la rencontre aussi. Enfin, c'est sûr, mais du coup, la dimension énergétique est beaucoup plus compliquée. Bien sûr. Parce que l'énergie, elle ne traverse pas un écran. Non. C'est peut-être la seule limite que pourrait avoir aujourd'hui tout, c'est qu'elle ne traverse pas. Et ce qu'on voit d'ailleurs dans les statistiques dont on parlait tout à l'heure, c'est que les générations un peu plus récentes font beaucoup moins l'amour qu'avant, donc ils ont une sorte de déconnexion au désir, une déconnexion à leur corps, du fait certainement de la présence trop importante des écrans, entre autres. Ouais, y a une étude qui est sortie, c'était en 2023, c'est l'IFOP, où 43% des jeunes entre 18 et 25 ans ne feraient plus l'amour. Alors après, il faut redéfinir qu'est-ce que c'est aussi l'amour. Donc là, on parle de l'acte sexuel. Et donc, du coup, il y a plusieurs raisons et conséquences. C'est aussi par le fait qu'on scrolle en fait, sur nos applications et nos écrans. Le fait que neurologiquement, on sécrète exactement la même chose que quand on fait l'amour. Ouais. Donc, la dopamine, l'ocytocine fait que, en fait, vu qu'on va le faire dans l'écran,
c'est fait au profit de l'écran et plus à la rencontre. Bien Ça, sûr. c'est une première chose. Il y a le fait de la banalisation, la facilité à répondre à un désir. Donc, j'ai envie, je fais quoi? Je clique, je regarde un porno et j'actionne et voilà. Donc, il y a même plus la démarche, c'est-à-dire flemme, vraiment. Parce que, en effet, rencontrer, ça engage. Et puis, il y a aussi tout le rapport MeToo, ça c'est réel, c'est-à-dire, voilà, l'appréhension du consentement, de l'agression, enfin les événements qui font que la peur de la rencontre ou la peur qu'il puisse se passer quelque chose fait que ça modifie aussi nos comportements. Oui, parce qu'on a l'impression de rentrer dans une situation à risque. Exactement. Donc, naturellement, on va pas aller vers une situation à risque, donc on préfère rester en attente, on préfère se reculer. Et donc, du coup, ne pas faire. Il y a un autre facteur aussi à prendre en compte, c'est clairement aussi l'éco-anxiété qui rentre en jeu parce que ça impacte directement notre désir, la peur qui alimente le... Exactement, et notre pulsion de vie, notre envie de vivre. Donc il y a aussi ça, et c'est hyper important. Et puis que les jeunes sont focalisés sur autre chose, ils n'ont plus... Parce que, comme je disais, il faut des espaces pour désirer, il faut plein de choses, il faut être dans un état de quiétude, de paix aussi. Il faut être connecté à la joie, bien sûr. Voilà, qui sont court-circuités par cette éco-anxiété. Et puis, il y a le rapport aux écrans, en effet, aux sites de rencontres aussi, qui font que virtuellement, on va se rencontrer, mais on va plus passer à l'acte, parce que tout ce que ça peut endommager. Donc, pareil, un recul des corps, et donc de la rencontre. Et donc, après, on fait le lien direct avec tout ce qu'on a pu évoquer dans la discussion avant. Donc, comment on peut laisser place à une vulnérabilité, comment on laisser place à des énergies, des choses qui ne peuvent pas être transmises par un écran. On ne dit pas que ça va pas évoluer, parce que là, avec tous les progrès, l'intelligence artificielle, et c'est un sujet d'ailleurs, moi c'est pour ça que je travaille beaucoup avec aussi les jeunes, ça ne veut pas dire que la non-sexualité, c'est un constat. Mais peut-être que dans quelques années, la non-sexualité, de toute façon la non-sexualité est une forme de sexualité aussi, quand elle est voulue pas en souffrance ou autre, c'est deux choses différentes, mais c'est aussi vers quoi on va. C'est l'évolution de la sexualité, de l'intime. C'est se questionner là-dessus. On verra dans quelques... La sexualité dite hybride existe déjà. C'est quoi la sexualité hybride? C'est ce qui sort de nous. Aujourd'hui, il y a une machine robot qui fait que c'est un bras à distance. On peut être à des milliers de kilomètres, donc c'est en Australie. Poser les capteurs sur notre poitrine et à distance ressentir ce que l'autre pourrait avoir. C'est une sexualité dite hybride parce que c'est quelque chose qui... interfacé entre guillemets. C'est quelque chose qui sort de nous, c'est quelque chose qui... Où est le corps, la notion du corps? Parce que c'est un corps étranger, c'est pas notre corps. Voilà, tout ça, ce sont des questions... que nous, en tant que professionnels, on se pose et on est dans l'obligation d'apprendre avec, parce que ce sont les évolutions. Ça veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut dire qu'elle est en évolution, ces sexualités. De toute façon, la sexualité est importante de recontextualiser. Donc voilà, c'est aussi ça. Mais la dimension énergétique, c'est une question qui va se poser dans cette évolution aussi. Oui, parce que ça va être compliqué de bien être connecté sur le plan énergétique, à distance, par d'interface, par l'intermédiaire d'objets, d'écrans. Enfin, exactement. Ça pose des questionnements sur... le fonctionnement de tout ça dans l'équilibre individuel. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil général, on va dire, à un individu dans son intimité, puis aussi à un couple pour se reconnecter, repartir, en dehors du fait dont on a parlé tout à l'heure de se trouver des rendez-vous dans ce contexte de société un petit peu chahuté? Et par rapport aux énergies aussi. Déjà, c'est de faire peut-être un petit point, en fait. C'est comment aussi on peut... déjà se poser la question sur ces énergies-là, en fait. Déjà, qu'est-ce qu'elles m'évoquent, comment elles me font écho, dans quelle énergie je me sens. Peut-être déjà se familiariser avec ces énergies-là. Pour pouvoir aussi... c'est un peu comme tout. Plus je sais, mieux je sais, plus je vais pouvoir cohabiter avec, en discuter ou autre. Donc c'est un peu tout. Donc déjà, moi, il y aurait cette conscience un petit peu peut-être personnelle, individuelle. Qu'est-ce qu'elle me dit et qu'est-ce qu'elle me parle.
Et ensuite, mais qu'on peut faire le lien aussi avec notre sexualité dite intime, du coup. Donc, notre intimité, elle est aussi avec nos énergies, quoi. Et puis, au sein du couple, mais ça fait écho avec l'individuel, c'est, je pense, comment, en tant qu'individu, on peut, pas se réconcilier, mais embrasser ces parts d'énergie, parce qu'on va connecter, du coup, avec une multitude. En fait, moi, je suis très image, mais si on connecte avec ces différentes énergies dans lesquelles on est, alors on allume plein de petites lumières en nous, donc une meilleure connaissance de soi aussi. Et donc, forcément aussi une meilleure connaissance de l'autre, parce qu'on allume des petites lumières de l'autre, quoi. Donc, on va aussi être dans un autre espace, et on va être aussi dans la rencontre, la vulnérabilité, et puis parce qu'on est dans la découverte, quoi, de soi, et donc, on s'élève, quoi. Ce serait pas un peu ça reviendrait pas un peu à allumer quelques petites lumières dans la part sombre qu'on porte tous, pour éclairer un peu cette part sombre et mieux la connaître? Bien sûr, c'est Jung, pour atteindre notre lumière, il faut aussi aller voir notre part d'ombre. Et puis nos parts d'ombre, c'est un peu ces deux énergies-là. Parce que peut-être que dans nos idées, il y a, si je reprends un peu ces genres, mais pour le masculin, aller voir sa part de yin, ça serait aller voir sa part d'ombre, qu'est-ce que ça veut dire, et vice versa, aller voir ma part d'ombre, celle qui nous fait le plus peur d'une certaine manière, celle qu'on n'a pas envie de voir tout de suite, c'est ça, celle qui est le plus loin de nous. Alors que pourquoi, si on voit pas les choses différemment, qu'il y a une histoire de perception aussi, ou si je vais voir cette part-là aussi, si je l'embrasse ou si je vais même la titiller un petit peu, est-ce que ça voudrait pas dire que je suis plus dans un ensemble et dans quelque chose de plus complet, ou quelque chose de plus, justement moins binaire et plus fluctuant, donc quelque chose d'énergie. Et donc, est-ce que ça serait pas ça la clé de pas mal de choses? C'est ce que je me dis. Ok, écoute, merci beaucoup Louise pour ce partage très enrichissant. Et à très bientôt. À bientôt.